Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Notre invité du jour est une illustration parfaite, évidente de cette citation de l'écrivain français Pierre Corneille. À seulement 22 ans, elle vient de publier sa toute première production littéraire, une façon pour elle de faire entendre sa voix face aux maux qui minent la société. Il était une voix, c'est le titre de l'ouvrage que nous allons explorer ce matin dans cette émission. L'invité de l'Intelligent TV avec son auteur, Ozoir Marie-Pascal Seri. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Ozoir Seri, bonjour. Bonjour Ibrahim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, à seulement 22 ans, vous publiez votre premier ouvrage littéraire. Quel sentiment? Un sentiment de fierté et surtout d'accomplissement d'un long parcours, vraiment. D'accord. Alors, nous avons lu et relu votre ouvrage et nous allons vous permettre de regarder avec nous ce compte-rendu de lecture. Ozoir Marie-Pascal Seri, cette jeune auteure, âgée seulement de 22 ans, vient de publier chez Plume Habillée Édition son tout premier ouvrage littéraire intitulé « Il était une voix ». Un recueil de 13 nouvelles écrites sur 76 pages, l'initiative étant de dénoncer les maux de notre société qu'elle juge passés sous silence. Elle aborde certains thèmes, notamment la pédophilie et le trafic d'enfants, la stérilité masculine, le rejet des enfants dits spéciaux avec le cas des trisomiques, la stigmatisation des albinos, l'excision, les affres de la guerre, les dangers de l'immigration clandestine, la corruption dans le milieu professionnel et bien d'autres. À travers ce livre, Ozoir Marie-Pascal Seri appelle à une générosité de changement par l'action. Son vœu est que chacun par sa voix, en chantant, en écrivant, en dessinant, en slamant, etc., puisse porter haut et fort l'opinion commune et apporter les solutions propices aux problèmes qui retardent notre continent. En Master 2 de droit option, droit des affaires et management à l'Institut universitaire d'Abidjan, la native de Bouaké a glané des lauriers depuis sa tendre adolescence, notamment le premier prix du concours national de nouvelles à thème des éditions Neï Seda à 13 ans, avec le titre Le Couteau, une nouvelle qui traite la thématique de l'excision. Passionnée de lecture et d'écriture, Ozoir Marie-Pascal Seri est en ce moment la vice-présidente du comité éducation et sociale de l'association littéraire Jeunes écrivains africains. Alors, Ozoir Seri, il était une voix, c'est le titre de votre ouvrage. De quelle voix s'agit-il? Pourquoi ce titre? D'abord, il s'agit de ma voix à moi, de mes aspirations, de mes combats, de ce que je propose au monde, et également la voix de la jeunesse ivoirienne et même africaine qui a envie de se faire entendre, qui a envie de montrer qu'elle aussi elle a du potentiel à donner. Alors, vous avez commencé par un recueil de nouvelles, je l'ai dit, je ne cesse de le dire, 13 nouvelles au total. Pourquoi avez-vous choisi de commencer par un recueil de nouvelles? Est-ce que vous avez estimé que pour la débutante que vous êtes, vous ne pouviez que commencer par des nouvelles qui sont considérées comme un genre très facile en littérature? Bon, je ne dirais pas que la nouvelle est le genre le plus facile en littérature, parce que ceux qui s'essaient en nouvelles, souvent ils disent que c'est compliqué. Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé par les nouvelles? Déjà parce que le premier concours auquel j'ai participé, c'était un concours à nouvelles. Donc, j'ai tout de suite plongé dans le bain de l'écriture avec des nouvelles. Donc, je me sens plus à l'aise, c'est un peu ça. Sinon, j'écris aussi des romans. Vous écrivez aussi des romans, mais vous avez commencé par les nouvelles parce que vous vous sentez plus à l'aise en écrivant des nouvelles. Alors, dans ce recueil de nouvelles, vous dénoncez plusieurs mots, notamment la pédophilie, le trafic d'enfants, la stérilité masculine, le rejet des enfants dits spéciaux avec le cas des trisomiques, la stigmatisation des albinos, l'excision, les affres de la guerre, les dangers de l'immigration clandestine, la corruption dans le milieu professionnel. Comment vous justifiez ces choix thématiques? Je justifie ces choix seulement en disant que ce sont des problèmes qui sont toujours d'actualité. Du coup, j'ai décidé d'en parler parce que je pense que déjà tout le monde en parle. Donc, il faut que chacun puisse en parler à sa façon. Et puisque moi, ma façon, c'est l'écriture, je me suis dit pourquoi pas en parler pour essayer de conscientiser aussi, comme j'ai dit, mes amis jeunes,
pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions à ces différents problèmes et qu'on puisse évoluer surtout. En parler, certes, mais est-ce que quelque part vous avez été aussi l'objet de l'un des faits que vous évoquez, ou bien vous avez été témoin oculaire de cela? Même pas. Même pas. Même pas. J'estime qu'il ne faut pas forcément être victime de quelque chose pour défendre cette chose-là. Donc, j'ai jamais été témoin de ça. J'ai même pas d'amis, de connaissances qui ont souffert de ça, mais j'estime que c'est un problème social. Donc, à partir du moment où j'évolue dans cette société, je me dois d'en parler. Alors, parlant des thèmes, notamment de la stigmatisation des albinos, vous en parlez à la nouvelle 4 de votre recueil. Le titre, c'est « Noir à la peau blanche ou le fantôme africain ». Vous y évoquez l'histoire d'un enfant albinos rejeté par son père. Il s'appelait Kelao. C'est bien cela, oui, c'est bien le nom. Oui. Ce qui signifie dans sa langue maternelle « demain sera meilleur ». Et comme le prédisait son nom, il devient plus tard un jeune avocat très brillant, et ce qui va changer considérablement sa vie sociale. Est-ce que à travers cette histoire, vous lancez un appel aux parents, comme quoi en donnant un nom aux enfants, il faut faire très attention, c'est cela? Oui, vous avez tout compris. Il y a des noms qui agissent. Par exemple, moi je m'appelle Ozwa. Ozwa c'est mon prénom. En BT, déjà littéralement, ça veut dire jolie femme. Jolie femme. Et quand on pousse... vous êtes très belle. Merci beaucoup. Vos parents ont bien choisi le nom. Et quand on pousse un peu la réflexion, ça veut dire celle qui dépasse tout le monde, celle qui est au-dessus de tout le monde, la plus gentille, la plus intelligente, la plus correcte. C'est-à-dire dans un milieu où Ozwa sera, c'est elle on va voir. C'est ça. Donc c'est pour aussi emmener nos parents africains à dire faites bien le choix des noms pour vos enfants parce que les noms ont des portées, les noms agissent. Le nom agissent, le nom des portées. Et puis Kelao, comme je l'ai dit, il est devenu avocat. Il est devenu avocat, il a eu un brillant avenir. Hein. Oui, et puis c'est lui-même qui a sauvé son père. Son père. À la fin de l'histoire, qui avait été convoqué en justice. Exactement, comme quoi la pierre rejetée est devenue la principale. C'est bien cela. Alors, un autre passage de votre ouvrage que je voudrais que vous puissiez commenter, c'est à la page 51-52. C'est la nouvelle 8, clé en main. Vous dites ceci: on ne doit plus avoir peur de revendiquer nos droits, peur de prendre nos propres décisions, peur de subsister sans tendre la main à l'Occident, peur de choisir nos propres dirigeants, peur de dire non quand il le faut afin de rester dans les grâces des pays chefs qui nous ont colonisés, peur de prendre notre véritable indépendance. Et le mot véritable ici, les lettres sont écrites en majuscules. Pourquoi? Est-ce que vous estimez que les pays africains ne sont pas véritablement indépendants? Bon, après, ça dépend de quel angle on se place. Mais pour ma part, oui, je dirais parce qu'on continue de tendre la main, comme j'ai dit dans l'histoire, aux pays colonisateurs. Et je trouve ça pas normal. Puisqu'on dit qu'on est indépendant, on peut voler de nos propres ailes, on peut prendre nos propres décisions sans pour autant toujours demander l'avis. Un avis aussi, on peut le demander si on veut être guidé. Mais on n'est pas obligé de se fier à cet avis-là pour avancer. Je trouve que c'est un peu... Dans ce cas, on ne parle pas d'indépendance. Alors, indépendance, la majorité des pays africains ont accédé à l'indépendance en 1960. Et aujourd'hui, vous le signifiez, on continue de tendre la main. Comment vous pouvez expliquer cela? Bon, jusqu'à présent même, je pense que tout le monde en Afrique continue de se poser la question, mais comment justifier cela? Est-ce que c'est parce que nos économies semblent être reliées? Ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. C'est pour ça que j'écris aussi, pour que ceux qui ont des explications logiques puissent nous éclairer, parce que nous, on ne comprend pas aussi. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors, ce livre a une tonalité satirique, parce que vous dénoncez plusieurs mots. Pourquoi cette tonalité satirique? Est-ce que c'est une manière pour vous de vous affirmer, d'affirmer votre position déjà, faire croire, faire comprendre aux uns et aux autres que vous avez une plume engagée? Déjà, comme j'ai dit au début de l'émission, cette heure-là, c'est pour d'abord montrer mes combats, mes valeurs et défendre ce en quoi je crois. Et déjà, je pense que chaque auteur a une tonalité qu'il défend. Il y a d'autres qui écrivent pour distraire, il y a d'autres qui écrivent pour montrer le beau, il y a d'autres qui écrivent, comme moi d'ailleurs, pour dénoncer. Moi, j'estime que mon écriture doit être pour dénoncer. Donc, c'est un peu dans cette optique que je m'inscris. Et oui, c'est pour montrer aussi que je vous ferai certainement rêver de temps en temps, mais je ne vais pas vous faire rêver au point d'oublier qu'on a des problèmes. C'est bien beau d'avoir la tête dans les nuages, mais rappelons-nous qu'il y a ça qui ne va pas dans nos sociétés.
Donc, vous vous présentez comme une écrivaine déjà engagée. Exactement. Est-ce que c'est dans ce sens, dans cette dynamique que vous avez commencé quelque part avec une citation de Bernard Belin Dadier où il dit « Protester, c'est prouver qu'on vit, qu'on suit attentivement ». C'est une citation de Bernard Dadier qui est extraite de son ouvrage « Un nègre à Paris » à la page 6 de votre recueil. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par cette citation. Parce que comme il le dit, hein, on ne peut pas être dans une société, on ne peut pas être en train de vivre et puis ne jamais parler, ne jamais donner d'avis, ne jamais dénoncer quelque chose. Tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi on n'en parle pas? Peut-être que si tu ne parles pas, ça veut dire que tu ne sais pas que ça existe. Donc, protester, c'est prouver qu'on suit, qu'on est au courant de ce qui se passe dans notre société, dans la société dans laquelle nous évoluons. Donc, mieux on règle ces problèmes maintenant pour ne pas qu'ils nous rattrapent plus tard. C'est un modèle pour vous, Bernard Belin Dadier? Oui, effectivement. Qui ne dira pas que Dadier c'était son modèle? Oui, c'est un grand écrivain. D'ailleurs, on en a connu plusieurs. Dadier, Feu Kourouma, Feu Madame Regina Yaou, c'est vraiment mes modèles. Et je regrette même qu'il soit parti trop tôt avant de m'avoir lu. Hein. Qu'est-ce qui t'attire, sinon qu'est-ce qui vous attire le plus chez Dadier? Sa plume. Sa plume. Il a une façon d'écrire qui est, j'ai envie de dire, tellement simple et tellement réelle que tu te retrouves dans ces dires. Par exemple, quand tu prends Climbier, c'est son histoire qu'il raconte, mais en lisant Climbier, on a l'impression qu'on a été avec lui à l'école, qu'on a été son ami de classe, qu'on a fait les mêmes bancs, qu'on a vécu les mêmes galères. C'est un peu ça qui me plaît dans l'écriture de Dadier. Alors, parlant d'histoire, on revient à votre recueil de nouvelles. Il y a une nouvelle qui est intitulée « Quelle horreur ». Alors, vous racontez une histoire qui est presque similaire à ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2002. La rébellion, c'est cela? Bah, je dirais, c'est effectivement dans Quelle horreur je raconte les affres de la guerre. Mais vous avez rattaché cette histoire seulement à la Côte d'Ivoire. Mais je dirais quasiment la totalité des pays africains ont connu des guerres. Donc peut-être comme nous sommes ivoiriens, on pense directement à la Côte d'Ivoire, à la guerre de 2002. Moi j'avais 2 ans en 2002, j'étais même pas encore, je voyais pas encore clair comme on dit. Et justement, vous parlez d'une petite fille dans cette histoire-là, c'est vous? Ah non. Ah d'accord. La petite fille, je l'ai prise juste comme ça, c'est vraiment la coïncidence, j'ai envie de dire. Mais c'est plus, dans cette histoire, je mets plus en avant les problèmes des guerres africaines. Maintenant, chaque pays se retrouvera certainement dans ces récits-là. Mais voilà, c'est pas vraiment la Côte d'Ivoire que j'indexe. Maintenant, oui, il peut y avoir des similitudes parce que c'est en lisant que tu peux produire quelque chose auquel tu n'as pas assisté. Donc, en me renseignant un peu, j'ai pris pêle-mêle les informations que je trouvais. Voilà. Alors, parlons des modèles. Bernard Belin Dadier, c'est un homme. Est-ce que parmi les femmes écrivaines, les femmes auteurs, vous avez des modèles? Bien évidemment. Comme j'ai dit, il y a Feu Regina Yaou, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et il y a Madame Onzata Ouattara, mon mentor. Et Tata Aminata Koné-Sissé aussi, je l'aime bien. Alors, Onzata Ouattara, c'est votre mentor. Oui. Elle vous donne des conseils, elle vous guide? Oui, elle fait tout ce qu'une mère ferait pour son enfant, c'est-à-dire des conseils. Elle me guide, elle me félicite, elle m'encourage. Et elle me motive surtout. Et lors de la présentation dédicace de votre livre le samedi 12 mars 2022 à la librairie Carrefour Siloé, Onzata Ouattara disait qu'avec vous, la relève était assurée. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop précoce de sa part de dire cela? Vous n'êtes qu'à votre première production littéraire. C'est pas trop précoce de dire cela? Bon, avec toute humilité, je ne dirais pas que c'est précoce parce que vous savez, la citation avec laquelle vous avez commencé, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est vrai que c'est mon premier livre qui sort, mais j'en ai d'autres que vous ne connaissez pas encore qui seront bientôt découverts. Et en plus, je suis à mon 3e prix littéraire que j'ai remporté. Et du coup, ça, c'est son avis. Maintenant, il est objectif. C'est en toute objectivité qu'elle a parlé. Donc, moi, je ne peux pas dire que c'est précoce, non. Si elle a dit, c'est qu'elle a vu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça aussi. Et moi, je me dirais que non, c'est pas précoce. C'est même mérité, d'ailleurs. C'est pas précoce, c'est mérité. Oui. Vous l'estimez. Vous vous considérez comme écrivaine ou auteur? Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Écrivain, auteur. Bah déjà, auteur, tu es auteur de plusieurs productions écrites. Ça peut être l'auteur de cette chanson,
l'auteur de cette toile, l'auteur de cette peinture. Écrivain, c'est vraiment tout ce qui a trait à la littérature. Donc je me considère comme les deux puisque l'écriture c'est un art. Donc je suis autrice de mon art, autrice de mon œuvre et écrivaine de mon livre, c'est pareil. Hein. Donc vous vous considérez à la fois auteur et écrivaine. Oui. Alors quel est votre regard aujourd'hui sur la littérature ivoirienne dans son ensemble? Je trouve que la littérature ivoirienne continue d'évoluer. Hein. On ne cesse pas de gravir les échelons, et surtout avec des jeunes écrivains comme moi et mes semblables. Il y a Muriel Céliante, il y a Marc Aturanvo, il y a Amos. On est encore nombreux à sortir de la tête du trou pour prouver que c'est vrai que ces grands baobabs-là sont partis. Il y a certains qui sont partis, il y en a d'autres qui perdurent, mais quand eux aussi partiront, nous on sera là pour prendre la relève et surtout montrer la voie à nos petits frères aussi. Alors, qu'est-ce que réellement, à votre niveau, vous pensez apporter à la littérature ivoirienne avec cette pléthore d'écrivains, d'auteurs qui existent déjà? Qu'est-ce que je pense apporter? Déjà mon authenticité, parce que mes histoires se rapprochent beaucoup au réel. Et vous verrez que chaque personne qui les liront se sentiront concernées comme si elles faisaient partie des histoires. Il y a déjà ça, mon authenticité. Et puis ma personnalité, parce qu'en lisant, tu verras aussi comment je suis, comment je pense, comment je me comporte. Et voilà, je pense que c'est très important que le lecteur puisse se référer à ces deux points-là pour vraiment aimer ton livre aussi. D'accord, nous sommes dans une société où on lit très peu. Voilà, c'est un constat que tout le monde fait. Les gens n'aiment plus lire. Malgré cela, vous continuez à écrire, à produire des livres. Est-ce que vous ne craignez pas que vos livres passent sous silence? Pas vraiment, hein, pas vraiment. Parce que quand on dit les gens n'aiment plus lire, c'est vrai, mais il y a toujours des personnes qui lisent. Toujours, toujours, toujours. Donc, si on veut regarder le nombre de personnes qui ne lisent pas pour se décourager et cesser de produire, ça ne va pas arranger ceux qui continuent de lire. Donc, ne regardons pas ceux qui ne lisent pas. Continuons à produire nos textes, continuons à se faire entendre par nos différents canaux, par nos voix, comme le titre le dit, il était une voix. Et moi, je ne crains vraiment pas, hein, parce que la littérature demeure, la littérature persiste. Aujourd'hui, on a de nombreux moyens de promotion du livre. On a des salons. Il y avait le salon du livre de Cody, il y a le SILA qui se déroulera bientôt, le salon du livre d'Abidjan. Et il y a des box littéraires. Moi, je suis entrepreneur aussi dans ce sens, je commercialise des box littéraires. Et si les lecteurs ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller vers eux pour leur montrer que, voilà, peut-être que tu ne sais pas qu'il y a mon livre qui est sorti ou qu'il y a mon livre qui existe, mais ça parle de tel thème, à toi de découvrir. Donc, à nous de pouvoir faire les bonnes promotions pour emmener du monde à nous suivre. Et c'est en faisant de bonnes promotions, en continuant à écrire qu'on pourra ramener le goût de la lecture chez les gens. Oui, surtout en montrant vraiment l'importance de la lecture et ses avantages. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, mais lire produit tellement de paix, enrichit ton vocabulaire, t'apporte des connaissances. Il y a tellement d'avantages à la lecture que, en lisant, vous verrez que votre vie changera. Il faut lire. Est-ce que vous avez des stratégies, des techniques à proposer en termes de lecture pour que les gens puissent s'adapter à la lecture, s'habituer et puis en faire un quotidien? Déjà, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de genres de livres. Il y a des nouvelles, il y a des romans, il y a des essais, il y a des pièces de théâtre, des recueils de poésie. Il faut d'abord cibler le genre qui nous plaît. C'est ça. Tu peux pas, parce que tu vois ton ami lire un roman, te jeter sur un roman, alors que toi, c'est pas un genre qui te parle. Peut-être que toi, tu fais plus poésie. Donc, trouve le genre qui te plaît d'abord. Et ensuite, tu commences tout doucement à ton rythme. C'est pas la course, c'est pas pressé. Si tu penses que tu as envie de lire 2 poèmes par jour ou bien 10 pages par jour, tu le fais. Tu commences tout doucement et après, ça va suivre, ça va venir tout seul. Alors, il vous a fallu combien de temps pour écrire ce livre de 76 pages? Bon, ça dépend. Parce que vous verrez dans le recueil, il y a des histoires que j'ai écrites depuis petite, depuis le lycée, parce que là je suis à l'université. Les histoires que j'ai écrites depuis le lycée, quasiment même toutes les histoires datent depuis le lycée. La seule histoire récente, c'est Une vie brisée sur la stérilité masculine. Oui. Du coup, il m'a fallu juste les empiler et puis les confier à ma maison d'édition. Sinon, généralement, pour mes histoires, ça dépend vraiment de l'inspiration. Vous savez, souvent, tu as le thème, tu as le résumé, tu as le synopsis de ton histoire.
Mais tant que l'inspiration n'est pas là, tu ne peux pas t'asseoir et forcer. Donc souvent, ça dépend de à quel moment l'inspiration vient. Mais je dirais, pour une histoire, je ne mets pas plus d'un jour. D'accord. Alors, vous l'avez signifié, la dernière nouvelle qui s'est ajoutée, c'est Une vie brisée, Oui. où on parle de stérilité masculine. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de cette histoire, à ajouter cette histoire aux histoires qui existaient déjà? Déjà, pour cette histoire, Une vie brisée, c'était pour le concours d'écriture internationale auquel j'ai participé l'année passée. Ils nous ont donné un extrait, l'extrait d'une œuvre d'ailleurs de Madame Ozat à l'écho de la vie 7. Cinq phrases, je pense, et il fallait inventer une suite, ou soit mettre cet extrait dans un contexte. Et c'est comme ça que moi j'ai pensé directement à la stérilité masculine. Je me suis dit pourquoi pas, parce que généralement en Afrique, lorsqu'il y a problème de conception dans un couple, on se tourne directement vers la femme. Alors qu'il y a des hommes aussi qui ont des problèmes, qui ne le savent même pas, parce que ça ne leur passe pas à la tête de faire des examens pour voir si c'est moi le problème ou c'est ma femme. Directement, on accuse la femme. Il y en a également qui savent que c'est eux le problème, mais soit qui font des messes basses avec le médecin pour qu'on dise que c'est la femme, soit disant pour ne pas avoir honte, pour ne pas que mon honneur diminue. Mais quand toi, tu ne veux pas avoir honte, cette honte, tu veux qu'elle pèse sur qui? Donc tu sais qu'il y a un problème, mais tu ne veux pas porter le chapeau, mais ça n'a qu'à rester sur moi. C'est un peu ça qui m'a motivée pour leur dire non. Concentrez-vous aussi, quand on parle de problème de conception, ça peut être et la femme et l'homme. Et aussi montrer aux hommes que votre environnement, votre façon de vivre peut vous conduire à une stérilité aussi. Parce que dans l'histoire, j'ai expliqué, lui, il a eu cette stérilité-là à cause de la consommation exagérée de tabac et d'alcool. On dit, surtout mes amis jeunes qui aimaient bien passer les week-ends à boire et tout. Si vous pouvez doser un peu, parce qu'au bout là, on ne sait jamais. Alors, on a aussi l'impression qu'à travers cette histoire, vous vous montrez comme une féministe. C'est bien cela? Oui. J'ai envie de dire qui n'est pas féministe. Parce que le féminisme, c'est défendre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc à partir du moment où tu es contre cette égalité de droits, c'est que tu n'es pas féministe, mais tu es machiste. Vous pensez qu'il n'y a pas d'égalité en ce moment entre les hommes et les femmes? Non, mais c'est clair que l'égalité n'est pas totale en ce moment, parce que dans certains pays, on se rend compte qu'il y a des petites filles qui n'ont pas accès à l'école. Il y a des petites filles qui continuent d'être mariées forcées. Il y a des petites filles qui continuent d'être violées. Il y a des droits des femmes qui ne sont pas respectés dans certains pays. Donc non, l'égalité existe dans certains points, mais elle n'est pas totale. Alors, Ozwa Seri, après, il était une voix. Cet ouvrage, ce recueil de nouvelles de 76 pages, au total on a 13 nouvelles. Quel est le prochain défi, le prochain challenge de Ozwa Seri? Le prochain, ça sera une histoire sur ma vie, mais pas totalement ma vie, mais une petite parenthèse de ma vie. C'est quoi cette parenthèse? Quelque chose qui m'est arrivé, une situation dans laquelle je me suis retrouvée en 2020. C'est quelle situation médicale, je n'en dirai pas plus, donc je vous parlerai de ça. Et ça sera l'occasion pour moi aussi de sensibiliser sur ce problème-là. Vous en saurez bientôt. Ça sera encore une nouvelle? Non, ça ne sera pas des nouvelles, ça sera un roman, un petit roman. Pourquoi vous voulez changer maintenant? Pour m'essayer à tous les genres. Hein. À tous les genres? Oui, pour montrer aussi que je peux le faire. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis beaucoup de courage pour la suite de cette carrière que vous avez décidé d'embrasser. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On vous laisse l'occasion d'adresser votre mot de la fin. Déjà, avant votre mot de la fin, dites-nous, pour ceux qui veulent se procurer ce livre, comment on fait? D'accord. Pour vous procurer mon ouvrage, vous pouvez soit vous rendre à la librairie Carrefour Siloué de Cocody Saint-Jean, soit entrer en contact avec ma maison d'édition, les éditions Plume Habile, soit me voir directement, comme ça vous aurez et des dédicaces et une photo avec l'auteur. Me contacter sur ma page Facebook qui est Ozwa Seri ou au 01 03 86 10 12. D'accord, votre mot de la fin maintenant, avant qu'on se dise au revoir. J'ai envie d'abord de vous dire merci. Merci pour cette opportunité. J'espère nous revoir bientôt. Merci à ceux qui m'ont suivi et que la littérature continue de vivre, continue d'instruire, continue de conseiller et continue d'éduquer. Alors en tout cas, moi j'ai déjà mon bouquin, mon livre Il était une voix, un très beau livre que je vous conseille de lire.
Déjà, pour le lire, il faut se procurer le livre. Et puis, comme elle a signifié, elle a donné des indications pour avoir le livre. Il faut suivre ces indications. Merci à vous, Ozwa Seri, d'avoir été sur ce plateau pour nous parler de Il était une fois. Non, il était une fois. Un jeu de mots. Oui, un petit jeu de mots qui attire l'attention. Merci. En tout cas, ça a attiré notre attention. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous appeler sur ce plateau pour comprendre plus sur ce livre. On espère que vous aussi, vous avez compris un peu, mais pour en savoir plus, il faut acheter le livre et le lire en entièreté pour en savoir davantage. Merci infiniment à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, bonne suite de programme sur nos antennes. Lisez, c'est très important et puis c'est instructif comme elle a signifié. Au revoir.